tous. Voilà, mon nom est Hamid Maher, je suis enchanté d'être là aujourd'hui. Je suis Managing Director et Partner au BCG. Je m'occupe en Afrique du développement de nos activités Gamma. Gamma, c'est notre entité Data Science, Data Engineering, qui a pour vocation de faire entrer la data, les algorithmes, dans les décisions et dans les opérations de nos clients. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Koura Sene, directrice régionale de Wave Mobile Money en Afrique de l'Ouest, en région UEMOA, et Francis Dufay, Executive Vice President Jumia Afrique. Donc deux entreprises innovantes, deux entreprises qui utilisent au quotidien les données pour développer leurs activités sur le continent. Alors, je vais commencer par partager avec vous un certain nombre d'observations qui vont introduire la discussion avec Koura Sene et Francis Dufay. Et donc, pour commencer, je voudrais partager avec vous un premier élément basé sur une étude que nous avons menée au niveau mondial avec le MIT et qui démontre que depuis, au cours des dernières années, les entreprises ont connu une accélération de leur niveau de maturité dans l'adoption de la donnée et dans l'adoption des algorithmes. Alors, vous pouvez voir que dans le graphe de gauche, on a aujourd'hui quasiment quadruplé les entreprises qui sont à un niveau best practice, donc qui ont le plus haut niveau de maturité, et on est passé de 27% à 47% qui sont à l'état de l'art dans l'utilisation des données et leur intégration dans leur quotidien. Et donc, vous voyez bien que depuis 2015, on est en train de vivre au niveau mondial une véritable accélération. Et cette accélération, on a essayé de la projeter dans les années qui viennent. Et cette accélération va s'accentuer. Et quand vous regardez ce qui se passe au niveau des entreprises qui déclarent qu'aujourd'hui, elles se limitent à faire des pilotes sur les cas d'usage utilisant de la donnée. Elles sont 50%. Dans 3 ans, au rythme où vont les choses, elles ne seront plus que 15%. À l'opposé, les entreprises qui sont déjà aujourd'hui drivées par la data et l'AI ne sont que 5%. Elles seront à horizon 3 ans 50%. Et véritablement, c'est le plus haut niveau de maturité. Ce sont des entreprises qui non seulement prennent des décisions, mais opèrent au quotidien en utilisant les technologies d'apprentissage automatique, en utilisant les algorithmes de pointe et bien évidemment en comptant sur leur patrimoine de données pour matérialiser leur avantage compétitif. Alors, face à cette accélération, ce qu'on constate également au niveau mondial, c'est que les entreprises qui essayent de passer d'un niveau de maturité donné au plus haut niveau de maturité rencontrent 4 grands obstacles. Le premier obstacle, qui est partagé par l'intégralité des clients avec qui on a des conversations sur le sujet et avec qui on travaille, c'est la problématique des talents. 59% des clients déclarent qu'elles font face à des challenges importants pour acquérir des talents qui maîtrisent la donnée, qui maîtrisent l'algorithmique et l'AI. Et le problème, c'est que cet état de fait ne va faire que s'accroître au niveau mondial. Quand on regarde la croissance de la demande en ingénieurs data aux États-Unis, cette croissance est de 56% par an. Donc la problématique de la donnée, ça c'est le premier élément. Le deuxième, au niveau mondial, encore une fois, c'est la problématique que rencontrent les entreprises par rapport en interne à leur capacité à gérer de la donnée et à gérer de la donnée de qualité sur laquelle ils peuvent baser leurs décisions et leurs opérations. Le troisième élément, c'est que les organisations qui donnent accès à leurs collaborateurs et aux équipes à de larges capacités autour de la donnée ont peur d'utiliser ces données-là et ces algorithmes-là de manière non éthique et de se retrouver confrontés à de la publicité négative sur le sujet en interne comme en externe. Nous parlons principalement ici des entreprises européennes et américaines.
Le dernier élément qui est extrêmement important, c'est que la régulation se renforce, et c'est un des points qui ressort chez les répondants avec lesquels nous avons mené cette étude, c'est que cette croissance de la régulation est passée d'un niveau informatif à un niveau coercitif. Et nous avons déjà aujourd'hui des projets de loi qui vont encore plus loin. L'Union européenne est en train de sortir un projet de loi sur la régulation de l'intelligence artificielle qui est déjà en discussion, qui est sorti, qui va être adopté et qui va poser des limitations supplémentaires. Alors, en Afrique, par rapport à tout ça et tout ce que je viens de vous présenter, le niveau de maturité au niveau du continent, nous avons mené une étude au niveau mondial et on l'a menée en Afrique sur l'ensemble des pays africains. Et dans cette étude, elle révèle que le niveau de maturité au global, ce qu'on appelle le DAI score, est faible, beaucoup plus faible que sur les autres continents en termes de maturité sur le digital et sur la donnée. Et de manière assez surprenante, l'écart est plus prononcé au niveau de l'exécution qu'au niveau de la stratégie. L'intention est là, derrière, les actions ne sont pas encore au rendez-vous, que ce soit sur les opérations, que ce soit sur le lancement de nouvelles activités, que ce soit sur la technologie, on a un retard qui est important. Alors, en Afrique toujours, nous avons mené une étude sur les talents, et ce que l'on a constaté, c'est que les talents africains, en leur posant la question, qui sont des talents autour de la problématique, des problématiques digitales et des problématiques data, sont parmi ceux qui ont le plus l'intention de s'expatrier. Et donc, vous le voyez ici, on est dans les pays africains sur plus de 70% des répondants qui sont soit déjà en train de travailler à l'étranger, ou ont envie de travailler à l'étranger. Donc soit déjà travaillent à l'étranger depuis l'Afrique, ou bien sont déjà à l'étranger et n'ont pas l'intention de revenir, soit sont en Afrique et travaillent en Afrique et ont l'intention de travailler pour des entreprises en dehors de l'Afrique. Donc ce point-là, c'est un des éléments de challenge supplémentaires qui se rajoute à un niveau de maturité qui est limité. Et quand on pose la question en Afrique, au niveau de ces talents digitaux, lesquels sont difficiles à acquérir, on tombe en premier sur les ingénieurs spécialistes des sciences des données, et donc qui sont absolument nécessaires pour réaliser les transformations data des organisations. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction pour poser un petit peu le cadre au niveau mondial de l'accélération de la transformation sur les données, l'état des lieux que l'on a pu percevoir au niveau des études macro en Afrique. Mais bien évidemment, tout ça, ce sont des études. Nous allons maintenant passer à notre panel et poser la question à nos panélistes qui vivent ça sur le terrain de manière au quotidien et de manière opérationnelle. Donc je vais me permettre de m'installer aux côtés de mes panélistes. Très bien. Eh bien, nous allons commencer par une première question, si vous le voulez bien, Koura, qui concerne votre expérience sur le terrain en Afrique, avec toute l'expérience que vous avez avec Wave, mais également lors de votre parcours précédent dans le secteur des télécoms et dans le secteur du conseil. Quelle est votre perception de la maturité des entreprises sur la data en termes d'adoption et de capacité à en tirer de la valeur? Merci. Allô, bonsoir à tous. Donc, d'abord, je tiens à préciser que je suis ingénieure en informatique et statistique, donc formée pour manipuler des données. J'ai travaillé 10 ans en France dans ce domaine-là et je suis rentrée au Sénégal il y a 10 ans, donc en Afrique. Et c'est vrai que le décalage était là, mais ce que je dois dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès en 10 ans. Voilà. Quand j'arrive au Sénégal en 2013, il y a... La gestion des données n'existe pas. Je suis consultante pour des entreprises et par exemple, une des plus grandes entreprises nationales sénégalaises, le CEO, pourquoi il m'avait embauché à l'époque? Parce qu'il a un problème de données. Il ne sait pas c'est quoi son chiffre d'affaires. Il est obligé de demander à son contrôleur de gestion
de manipuler des informations avec des macros Excel pour pouvoir lui sortir des chiffres. Et donc, je lui fais un diagnostic du système d'information et ça aboutit à un projet de mise en place d'ERP qui était SAP. Donc, SAP avait mis à l'époque, en 2013, a commencé à mettre en place une version allégée pour les PME africaines moins chère. Et donc là, on découvre c'est quoi un ERP, comment ça connecte toute l'entreprise et que ça peut sortir les données rapidement parce que ça agrège depuis le bon de commande jusqu'à... Donc le PDG, il peut voir son chiffre d'affaires très rapidement. Donc ça, c'est une expérience que j'ai vécue quand j'arrive dans une entreprise sénégalaise qui faisait un gros chiffre d'affaires, mais qui avait un problème d'accès à ces données et qui a dû faire appel à une entreprise comme SAP, reconnue mondialement. Parce que pour l'anecdote, ce PDG, il a été en France, il a rencontré des gens de Total qui lui ont parlé des bienfaits en fait, d'avoir un ERP comme ça. Aujourd'hui, moi, en tant que directrice de Wave, je peux dire que la donnée est un élément essentiel dans notre développement. Et je pense que la vitalité et le dynamisme du marché le prouvent aussi qu'on a fait beaucoup de progrès. Et c'est la technologie qui explique tout ça. Il faut beaucoup de technologie pour que ça marche. Merci beaucoup. Alors, peut-être Francis, tu peux nous éclairer sur ta perception des choses et également de savoir est-ce qu'il y a un business case à utiliser de la donnée et à investir dans des infrastructures, dans des talents pour voir ça au niveau du PNL. Alors, merci beaucoup. Effectivement, il y a un sujet très intéressant. Alors, pour nous, Jumia, une entreprise très, très data. Pour des raisons historiques, les fondateurs, les actionnaires fondateurs étaient des incubateurs de start-up. Donc, il y a une culture du chiffre et de la data qui est très importante. Et on travaille dans le e-commerce. La beauté du e-commerce, c'est qu'on stocke des chiffres. On passe la journée à empiler de la data. Donc, on a une richesse de données qui est très forte, qu'on n'exploite que partiellement d'ailleurs. Et donc, on s'est installé sur le continent africain il y a à peu près 10 ans, enfin, qui est le seul continent sur lequel on travaille d'ailleurs. Et j'ai pu personnellement, en Côte d'Ivoire déjà, constater à la fois ce que vous décrivez dans les chiffres, donc un certain manque d'appétit ou de possibilité d'exécution sur l'exploitation vraiment de la donnée, mais aussi l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que la situation d'il y a 10 ans n'est pas la situation d'aujourd'hui, un peu comme Koura décrivait. Je m'explique, il y a 10 ans, dans l'écosystème Jumia, donc on parle notamment à des marques, à des distributeurs locaux qui importent de la marchandise ou à des agences de publicité qui veulent faire de la publicité sur nos plateformes. C'est 3 éléments de notre écosystème. Ce n'est pas la totalité, mais c'est une partie intéressante. Ce sont des partenaires qui sont censés avoir de l'appétit pour l'utilisation de la data et tous les insights qu'on va en sortir. J'ai eu une infinité de discussions avec des marques, par exemple, qui ne pouvaient pas voir ou pas comprendre des KPI de performance e-commerce assez simples. Ou avec des distributeurs chez qui on arrivait avec d'énormes tableaux de chiffres sur Excel. Dans leur bureau, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait quelques piles de papier avec les ventes en francs. Point. J'ai eu des discussions avec des agences de communication à qui on proposait des stratégies de segmentation et de ciblage des clients potentiels pour leur marque, qui en fait allaient juste mettre des panneaux sur le grand boulevard VGE à Abidjan. Et donc on s'est senti un peu extraterrestre dans ce monde-là, où on a l'impression qu'on vendait quelque chose qui était complètement hors sol par rapport à la réalité du business sur le terrain. Au-delà des beaux discours et des belles intentions de grandes marques, sur le terrain, les équipes voulaient regarder les chiffres de vente ou avoir un beau panneau sur le VGE. Et donc nous, avec nos tonnes de chiffres, on se sentait un peu perdus. Ça, c'était un peu le choc pour moi. On s'y adapté en essayant de simplifier et de faire de la pédagogie. On a aussi un petit rôle de pédagogie sur nos partenaires. On était nous-mêmes trop data, donc ce qui nous a permis d'évoluer, de trouver un juste milieu. Et je pense ce qui est intéressant, c'est au cours des dernières années, on commence à voir, je parle de la Côte d'Ivoire notamment, que je connais bien, mais dans d'autres marchés du groupe Jumia, on commence à voir petit à petit des marques ou des distributeurs ou des publicitaires qui se mettent à utiliser, par exemple, toutes les données qu'on va leur fournir sur leurs ventes. Ils vont pouvoir calculer un coût par commande. Ils vont pouvoir utiliser les chiffres de trafic et comprendre quels sont les canaux marketing qui leur amènent du trafic sur leurs produits.
Et ça nous permet d'avoir des discussions beaucoup plus intelligentes. Et ça, c'est quelques marques. Donc on a vraiment des marques qui sont très éclairées sur ce sujet, qui ont vraiment mis les moyens. Ça veut dire que la direction doit vouloir, ça veut dire que les équipes, en général, on a des équipes plus jeunes que la direction. Donc les équipes vont avoir envie, mais il faut que la direction soit acquise à la cause. Et ça marche. Et ce qu'on voit, c'est que pour ces partenaires qui comprennent la richesse des données qu'on arrive à cumuler en e-commerce pour notre part, il y a un vrai avantage concurrentiel à créer. Les entreprises qui savent faire une publicité ciblée sur des canaux intelligents pour cibler telle ville ou telle classe de clients ou telle catégorie ont des retours sur investissement nettement supérieurs aux entreprises qui vont faire des spots télé sans réfléchir ou mettre des panneaux sans réfléchir. Nos fournisseurs ou les marques qui vendent sur les plateformes e-commerce comme Jumia, ceux qui comprennent le potentiel de la publicité en ligne vont avoir des retours sur investissement nettement supérieurs au budget marketing de leurs concurrents. Donc ça commence à se voir. Ça commence à se voir réellement dans les chiffres. Donc même les marques qui, il y a 10 ans, ne regardaient que le bas du PNL avec le revenu en francs, commencent petit à petit à utiliser plus de services, par exemple chez Jumia, plus de services publicitaires qui sont fondés sur une meilleure compréhension de la donnée. Mais c'est une évolution de long terme. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, la question que je me pose au niveau d'une entreprise comme Wave, par exemple, quelle est justement la valeur de la donnée, hein, et comment vous arrivez à faire la différence pour pouvoir, par rapport à d'autres entreprises ou à celles que vous avez connues dans le passé, à l'exploiter et à transformer cela en valeur au quotidien? Voilà. Alors, je tiens déjà à dire que moi, la première chose qui m'a impressionnée chez Wave, ce sont les chiffres. Quand j'ai rencontré mon CEO pour la première fois et qu'il m'a montré les outils qu'on utilisait à Wave pour avoir des chiffres en temps réel, ce qui se passe parce qu'en fait, nos clients utilisent une application qui permet d'avoir en temps réel tout ce qu'ils font. Donc c'est la première chose qui m'a impressionnée et c'est ce qui me permet de dire que Wave est une entreprise profondément technologique et orientée data. Toutes nos décisions sont prises sur la base des chiffres qu'on obtient, sur le taux d'utilisation. On a des dashboards qui sont accessibles à tout le monde. Tous les matins, on a les chiffres de la veille sur les principaux KPI qu'on a définis. Et ça nous permet de prendre des décisions rapidement. Et ça nous permet surtout, en fait, de tenir sur le long terme parce qu'on connaît les cycles. On connaît les cycles année par année. On sait qu'au mois de mars, ou à tel événement, il va se passer ça parce qu'on peut regarder les chiffres de l'année dernière et on peut en tirer des leçons. On voit l'évolution du marché, on voit beaucoup de choses par rapport aussi à quand un nouveau produit arrive. Et ça nous rend plus fort quand on va discuter avec un partenaire parce qu'on sait ce qui va se passer, on sait lui prédire ce qui va se passer quand on intègre. Et en fait, il n'est pas déçu. Je peux donner un exemple qui fait actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le secteur du mobile money est en train de revoir ses commissions pour les agents. Quand c'est arrivé au Sénégal en décembre 2020, il y a eu beaucoup de grogne des agents. Quand je les ai reçus au bureau, je leur ai dit, nous anticipons une hausse des revenus. Et c'est pour ça que nous faisons cette révision. Dans 3 mois, vous verrez que vos revenus seront les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, ils ont dit, mais comment vous pouvez savoir ça? Et dit, mais on le sait parce qu'on voit la tendance du marché, parce que nous, on étudie les chiffres. Donc, bon, ils ont été obligés de nous croire. Et après, 4 mois après, ils sont venus nous dire, vous aviez raison, le marché est là. C'est parce que c'est l'étude, les chiffres permettent d'étudier le comportement passé et ça permet de prédire le futur. Et c'est vraiment indispensable pour connaître la situation réelle sur le marché en temps réel. Voilà. Et c'est vraiment l'une des choses c'est la première chose qui m'a fascinée à Wave. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, j'ai une question pour vous, parce que quelque part, ce qui favorise l'adoption également par vos partenaires, c'est un élément d'expérience, un élément limite culturel. Comment vous voyez ce facteur-là, les facteurs culturels par rapport à la donnée, par rapport à son exploitation, dans l'intégration des décisions, comme étant l'élément qui peut être un facteur d'accélération pour les entreprises? Est-ce que c'est un frein aujourd'hui, la culture autour de la donnée? Oui, en tout cas en Afrique, c'est un frein d'arriver à collecter ces données-là. Encore une fois, pour parler de Wave, quand on arrive et que le client doit nous donner des informations qu'il considère parfois personnelles et qui se demande à quoi ça nous sert pour notre activité. Wave, nous, on propose des services financiers et donc
de par la nature de notre activité, par la réglementation, nous sommes obligés de collecter certaines données. Parce qu'en fait, ces données nous servent pour la lutte contre le blanchiment et aussi contre la lutte contre le financement du terrorisme. Donc, par exemple, on a eu à être saisi par des plaintes au niveau de la commission des données personnelles pour dire « j'ai voulu faire un transfert, on a voulu prendre ma carte d'identité. Pourquoi on a besoin de ma carte d'identité avec toutes les informations que ça comporte, y compris le nom de mon père et de ma mère, pour faire juste un transfert ?» Voilà, donc c'est un frein culturel. On explique, bon, à ce moment-là, on essaie d'expliquer, mais la réglementation nous arrange aussi pour dire la réglementation nous impose de le faire. Mais voilà, il faut expliquer. Il faut beaucoup expliquer, ça peut être un frein. Peut-être que ça peut expliquer la différence entre la stratégie et l'adoption. Moi j'explique surtout ce retard par la technologie. Je pense que plus qu'on aura des moyens technologiques pour collecter des données, les stocker, les étudier, plus l'adoption se fera réellement. Merci beaucoup. Du coup, vous avez parlé du point autour de la protection des données personnelles et de la richesse des données que l'on a sur nos clients et de l'usage qu'on en fait. Peut-être au niveau de Jumia aujourd'hui, quelle est votre utilisation des données personnelles? Est-ce que la réglementation, quel est son état de maturité? Et est-ce que cette réglementation qui est peut-être appelée à devenir de plus en plus je veux dire importante, avec tout ce qui se passe au niveau européen, au niveau américain, comme on a pu le voir lors de la présentation, est-ce que ça peut constituer un frein par rapport à vos activités? Alors, le sujet de la réglementation est assez complexe, parce qu'en fait, chaque pays a sa réglementation, pour faire simple. Donc les niveaux de simplicité que certaines sociétés peuvent connaître à l'échelle de très grands marchés comme l'Union européenne ou même les États-Unis ne s'appliquent pas. Et à l'échelle de chaque marché africain, qui est de taille plus petite, donc assez fragmenté, à l'échelle de chaque marché, on doit réouvrir le sujet de la réglementation et se poser la question de ce qu'on a le droit de faire et ne pas faire avec la donnée. En Côte d'Ivoire, c'est la RTC, l'autorité de régulation des télécoms, qui gère le sujet. C'est pas des freins insurmontables en fait. Il y a rarement des choses insurmontables. J'ai le cas juste de l'Algérie en tête, par exemple, qui oblige à ce que tous les serveurs soient localisés dans le pays. Ce qui est potentiellement un deal breaker pour beaucoup d'entreprises. Bon, c'est le seul sujet que j'ai en tête. En cherchant bien, on peut en trouver d'autres, mais à l'échelle de la plupart des marchés, c'est pas des lois trop pressantes pour le business. C'est juste qu'on doit réouvrir la boîte à chaque fois, réinventer la fonction légale à chaque fois et se reposer la question. Donc ça crée de la complexité, ça freine un peu, ça coûte de l'argent, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Après, un point sur la qualité de la donnée qu'on collecte sur nos marchés. Je pense qu'il y a data et data. Voilà, tout le monde ici a travaillé en Europe ou aux US. Quand on collecte en Côte d'Ivoire ou au Sénégal un numéro de téléphone, une adresse physique et un email, mon expérience personnelle, c'est que ça n'a pas la même valeur que la même information dans des marchés plus avancés technologiquement. C'est-à-dire qu'en général, nous chez Jumia, quand on collecte un email, il y a une bonne chance qu'il soit faux, ou alors qu'il ne soit jamais lu, parce que c'est juste pour utiliser la case pour pas que le champ apparaisse en rouge. Donc très peu de gens ont un email. Alors on a beaucoup de clients qui sont déjà passés à WhatsApp et qui n'auront jamais de mail. Le numéro de téléphone, chacun en a 2, 3, 4 et puis ça change. La rotation est rapide. Et l'adresse, si on n'avait rien, ce serait quasiment pareil. Donc on a et le sujet n'est pas résolu, mais la question c'est quelle est la data qui est réellement importante pour le business, au-delà de la data qui est protégée. Donc toutes ces informations que je viens de décrire, elles sont protégées. On ne peut pas se les passer entre entreprises. C'est extrêmement régulé. C'est grave. Mais on n'a pas encore trouvé quelle était la data personnelle qui avait réellement de la valeur à comparer à celle qui est protégée. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, du coup, là, non seulement on parle de la régulation, on parle de la qualité de la donnée qui est très différente par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres marchés. Et du coup, quels sont les principes que vous appliquez au niveau de Wave, par exemple, dans l'exploitation de la donnée, à la fois des données comme celles qui viennent d'être citées, qui sont des données personnelles, mais également des données qui concernent
l'utilisation de vos systèmes, l'utilisation de vos services, et qui peut permettre d'en apprendre beaucoup sur les clients. Quels sont les principes que vous mettez en place par rapport à ce qu'on a vu? Il y a toute une vague sur Ethical AI, Ethical Data, qui s'impose aujourd'hui dans les entreprises. Oui, exactement. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que par la nature de notre activité, nous avons l'obligation de collecter certaines données. Et en fait, on fait une déclaration à l'autorité de régulation. Au Sénégal, ça s'appelle la CDP, la Commission des données personnelles. En Côte d'Ivoire, comme Francis l'a dit, c'est la RTCI. Et en fait, on déclare les données qu'on collecte, qu'on stocke et qu'on utilise. On les déclare en avance. Et à chaque fois qu'on va en rajouter d'autres, on doit faire une nouvelle déclaration. Et quand on veut échanger avec des partenaires, parfois c'est essentiel à notre activité de devoir échanger des données. Par exemple, nous avons des partenariats forts avec les sociétés de télécom parce que nous devons envoyer des SMS de notification à nos clients après des transactions. Nous devons déclarer aussi à l'autorité de régulation que nous collectons des données que nous devons transférer à nos partenaires. Donc ce sont des demandes d'autorisation qui parfois peuvent ralentir le business parce qu'il faut attendre un certain délai qu'ils étudient pour pouvoir faire. Par exemple, au niveau de notre centre d'appel, quand à un moment donné, on voit une dégradation de la qualité et qu'on veut enregistrer les clients et les employés, on doit faire une déclaration et attendre l'autorisation parce qu'on doit... Ce qui importe à l'autorité de régulation, c'est où est-ce qu'on stocke tout ça? Qui a le droit d'y avoir accès? Est-ce que ça va à l'étranger? Est-ce que c'est vendu? Voilà. Donc, toutes ces questions-là, il faut y répondre avant qu'ils puissent nous donner ces autorisations-là. Donc, du coup, nous, on est vraiment limités parce qu'en fait, nous avons dû déclarer que nous ne collectons que les données essentielles à notre activité. Donc, nous serions en faute. Alors, nous avons beaucoup d'autres données, évidemment. Je pense que c'est ça le cas de Jumia. Nous avons les habitudes de consommation. Quand vous avez une application qui offre des services financiers qui permet de voir toutes les habitudes de consommation. Là, par exemple, au Sénégal et maintenant en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ça a bien avancé. En Côte d'Ivoire, on va déployer le paiement marchand. On peut savoir ce qu'il paye. Il va acheter de la pizza mercredi soir. Il va aller au cinéma. On est vraiment déployé partout. Même dans les marchés informels à Sandaga, le magasin de cosmétiques, la pharmacie, on sait beaucoup de choses. Les transferts qu'il fait assez proches. Je veux dire, même par rapport au nombre de transferts, on peut savoir que ça, c'est le conjoint ou c'est l'enfant. Par rapport au nombre de transferts qui partent. L'achat de crédit téléphonique. Mais... aujourd'hui, ce sont de manière éthique et même réglementaire, ce sont des informations qu'on garde pour nous, qui vont nous aider sûrement dans le futur. Alors, en termes de perspective, je vois si demain on a des partenariats pour des instituts de microfinance pour offrir des crédits, on a les habitudes de consommation, on peut les utiliser pour nous-mêmes. Mais en fait, on ne peut pas vraiment les utiliser pour les vendre ou pour les donner parce que c'est dans un cadre très restreint et formel qui nous a été donné l'autorisation de les collecter et de les stocker. Voilà. Parfois, on a des demandes parce que par rapport à la nature du business, vous avez beaucoup de demandes, comment on gagne de l'argent. Et donc, il y a des gens qui ont cru qu'on se faisait de l'argent sur les données. Et donc, on a des demandes de dire, et si vous nous partagez vos données? Ben non, on ne peut pas. Ou bien, on a des organismes qui font des études autour du mobile money et qui sont intéressés à savoir le pourcentage de femmes, de mineurs, parce qu'un mineur a le droit d'avoir un compte mobile money sous autorisation parentale. Mais ce sont des informations qu'on collecte. En fait, les mineurs, on les collecte parce qu'on est obligé de faire un traitement spécial. Mais aujourd'hui, par exemple, dans la base de données Wave, nous n'avons pas essayé d'exploiter, par exemple, le genre. Ce n'est pas quelque chose... On pourrait le faire puisqu'on a à disposition la carte d'identité, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'encore une fois, ce n'est pas une donnée essentielle pour notre activité. Et nos autorités de régulation des données nous demandent de ne collecter que les données essentielles à notre activité. Voilà. C'est extrêmement clair et je pense que du coup, vous avez une posture proactive par rapport à la régulation parce que du coup, vous vous interdisez également de faire des choses avec les données qui ne sont pas directement liés aux services que vous rendez ou à les monétiser de manière différente et donc
c'est un point intéressant parce que vous êtes un petit peu en avance par rapport à l'état de la régulation. Mais alors du coup, chez Jumia, on a la même chose, j'imagine. On a les informations sur tout ce que font les consommateurs auprès de vous et de vos partenaires en termes d'habitude d'achat, en termes de comportement. Quelle est la posture de Jumia par rapport à ça? Alors, tout ça reste en interne, bien sûr. Alors, pour des raisons légales, on n'a pas le droit de partager. C'est très simple. On va travailler étroitement. Donc, comment dire, un petit step back. Jumia a vocation d'être la plateforme des marques pour distribuer les produits sur les marchés où on travaille et sur le continent africain au sens large. Donc, on leur apporte de l'information et de l'insight sur le marché. Souvent, c'est des marques qui ont un siège à Dubaï ou en Europe, donc qui ont des notions assez lointaines de ce qui se passe à Korogo. Et donc, c'est notre rôle de leur apporter de l'information. Toutes ces marques qui ont des sièges loin à l'étranger aiment bien avoir des chiffres. Et donc, on se sert de nos données pour sortir des statistiques, des choses qui sont complètement impersonnelles. Et ça a beaucoup de valeur. Des statistiques de comportement d'achat, des statistiques de price point, des différences d'achat par région, quelles sont les tailles de télé qui fonctionnent, ou quelles sont les capacités de téléphone portable qui fonctionnent. Donc tout ça, d'un point de vue statistique, c'est super intéressant et c'est un vrai insight pour les marques. Après, on ne partage rien au niveau de la personne. C'est là qu'il y a une ligne rouge qui est très claire. Et je pense, pour construire encore sur ce que disait Koura, les données au niveau de la personne, en fait, ont moins de valeur. On va se retrouver souvent dans des cas où on a une population qui est partiellement digitalisée. Enfin, parfois extrêmement digitalisée, parfois pas du tout, avec vraiment des contrastes qui sont inconnus dans d'autres marchés. Et par exemple, un seul compte utilisateur sur Jumia peut cacher 20 clients. Toute la famille, la moitié du village. Enfin, je schématise un petit peu, mais c'est vrai. On a des ambassadeurs ou des agents commissionnés qui passent des commandes pour 100 personnes. Donc, les statistiques d'achat, les statistiques de comportement, on peut faire des découpages géographiques, on peut faire des découpages de catégories, des découpages de prix, on peut faire plein de découpages hyper intéressants, mais le data point au niveau de la personne n'a plus aucune valeur. Voilà. Ce qui est parfait parce qu'on n'a pas le droit de le partager. Donc, au final, on s'en sort, et c'est ce que décrivait Koura qui a de la valeur, c'est en fait, on apprend des comportements d'achat. On factualise comment la clientèle dans chaque marché où on travaille se comporte, et on apprend beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup, parce que du coup, vos deux entreprises sont, on va dire, en avance sur le marché, comme on a pu le voir au niveau de la maturité, sur l'exploitation de la donnée, dans les décisions au quotidien dans l'organisation. Vous êtes également, on va dire, un petit peu en avance sur toute la partie régulation, et vous avez des standards qui sont peut-être même plus en avance que ce qui vous est imposé au niveau des pays. Et donc, avec derrière des éléments d'éthique qui s'impriment dans l'usage que vous faites de la donnée. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que cela, par rapport à vos compétiteurs, comment ça vous positionne? Est-ce que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu au niveau du marché africain? Sur la préservation de la data, comment dire, à l'échelle du e-commerce, on n'a pas vu, enfin, dans tous les marchés où on travaille, on n'a pas vu de violation flagrante ou d'avantage concurrentiel indu en l'état. Bien sûr, les entreprises qui ont des sièges à l'étranger ou qui sont exposées à des régulations internationales ou qui sont cotées en bourse, dont Jumia par exemple, ne peuvent absolument pas prendre de liberté avec les régulations locales et internationales. Après, on n'a jamais eu... Dans le domaine du commerce, c'est assez particulier parce que ça demande quand même beaucoup de moyens, donc il y a très peu d'acteurs locaux, financés localement, qui sont capables de monter à grande échelle. Donc on n'a jamais eu de cas significatif d'avantage concurrentiel indu par l'utilisation de la donnée, pour résumer. Alors, la réglementation étant très stricte, je pense que les violations sont rares. Je pense aussi que peut-être il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore compris le potentiel qu'ils pourraient tirer. Après, dans toute violation, peut-être qu'il y a un appétit du risque qui arrive. Mais si je prends l'exemple du Sénégal, la CDP a marqué les esprits parce qu'en fait, elle n'hésite pas à frapper, même pour des infractions mineures, très mineures. Je peux donner l'exemple, je ne vais pas citer de nom. Une société de télécom qui a
les informations du client, son numéro de téléphone, et qui a une branche mobile money, c'est tentant d'ouvrir un compte et de passer le numéro de téléphone à sa filiale. Et en fait, par exemple, la CDP au Sénégal a fait un vrai travail de sensibilisation entre 2012 et maintenant, qui font que les consommateurs sont avertis et n'hésitent pas à porter plainte. Et de temps en temps, on a des communiqués de sanctions de certaines entreprises qui ont franchi juste cette petite ligne, qui est très tentante, parce que c'est entre deux entreprises sœurs. Et en fait, la CDP n'hésite jamais à frapper et à rendre public un communiqué. Et c'est quand même pour la réputation de l'entreprise, c'est quand même... Donc, non, je ne pense pas qu'il y a un avantage concurrentiel autre que interne. Moi, par exemple, je peux dire qu'à Web, nous avons un avantage concurrentiel parce que nous exploitons la donnée à fond pour nous-mêmes. En fait, je ne parle même pas de l'extérieur. Pouvoir donner à chaque employé la force de savoir ce qui se passe, la force du chiffre, tous les matins, que chaque employé de Wave puisse savoir notre place, comment on a grandi, on a fait plus 40% ou plus de trucs, savoir au jour près, on sait hier combien de clients actifs nous avons eus dans la journée. Déjà, c'est une force pour l'entreprise parce que chaque employé est investi de la connaissance, en fait. Et c'est important d'avoir cette connaissance. Et puis aussi, ça permet de savoir avec quel partenariat on priorise par rapport à d'autres. Ça nous permet de définir nos priorités de travail au jour le jour, au mois le mois. Donc déjà, ça, c'est un avantage. Je sais que c'est un avantage que nous avons sur beaucoup de nos concurrents parce que nous sommes profondément technologiques et nous avons été créés comme ça. D'autres vont devoir rattraper. Donc, bon, on profite de cet avantage pour l'instant. Très bien. Mais du coup, cet avantage que vous avez, est-ce que c'est un avantage qui peut être rattrapé par les organisations qui sont peut-être qui ont plus de legacy, hein, qui sont là depuis plus longtemps? Qu'est-ce qui fait la différence pour que ces organisations s'y mettent aussi? Est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est des éléments particuliers au niveau de leviers stratégiques qui sont appliqués? Qu'est-ce que vous avez pu observer sur le marché africain, autre que Wave et Jumia, du coup, peut-être vos concurrents ou vos partenaires? Je veux dire que c'est générationnel. Ce n'est pas la réponse la plus correcte, mais c'est générationnel un petit peu. On est dans une situation où, je le vois dans notre écosystème Jumia, on ne parle pas de sciences nucléaires. On parle de commencer à exploiter les niveaux 1 et 2 de la data, donc des tableaux de chiffres assez simples sur, par exemple, l'efficacité, le retour sur investissement des différents canaux marketing en ligne, des taux de clic, des coûts par commande. Bon, des choses qui demandent un petit peu d'ouverture d'esprit quand même sur les nouvelles technologies, mais qui sont techniquement pas très compliquées. Il suffit d'avoir un analyste qui maîtrise bien Excel et qui peut peut-être aller toucher jusqu'à SQL. Il y a du talent, on peut embaucher des gens dans toute la sous-région pour faire ce genre de choses à des salaires très raisonnables, pour dire les choses poliment. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de talent, ce n'est pas un problème d'outils, puisque les outils sont disponibles sur le marché pour ce premier niveau de data. Par contre, en fait, on a souvent des jeunes générations dans les entreprises, je le vois dans les agences de communication, chez des marques ou chez des fournisseurs, qui ont envie qui ont de l'appétit pour aller voir ce qui se passe là-dedans. On ne les a pas vraiment formés au sujet, mais ils ont des notions d'Excel, ils se documentent sur Internet et ils comprennent. Par contre, il faut que le top leur donne au moins l'autorisation de le faire. Tant que le DG veut voir des panneaux entre chez lui et son bureau, l'équipe en bas ne va pas prendre de grandes initiatives pour faire des trucs très fins sur la data marketing. Donc il y a vraiment une notion de... Oui, voilà, enfin nous dans le retail, on parle souvent à des entreprises qui sont établies depuis très longtemps, qui ont des notions hiérarchiques assez fortes. Si le management et la direction, la personne en haut n'est pas ouverte au sujet, ça n'arrivera pas en bas, même s'il y a de la volonté des jeunes générations qui sont embauchées dans des équipes commerciales, marketing, etc. Et du coup, cette notion de talent est importante, de pouvoir en recruter pour changer un peu le mindset de l'organisation, mais également travailler sur le top management qui doit donner le pas. Du coup, d'un point de vue des talents, comment aujourd'hui vous percevez un petit peu la dynamique du marché?
sur tous les ingénieurs des sciences des données dont vous avez besoin pour développer vos actifs data, mais également vos algorithmes? Le talent, comme l'a dit Francis, n'est pas un problème parce que, par exemple, nous personnellement à Wave, nous sommes une entreprise globalisée et nous allons chercher le talent là où il est parce que nous travaillons aussi en remote. Donc, si nous avons besoin d'un data scientist et qu'on passe l'offre, s'il est en Australie, il va pouvoir postuler. L'essentiel, c'est qu'il puisse rendre le service parce qu'en fait, tout ceci est dans le cloud et nous n'avons pas besoin d'être physiquement dans une pièce pour pouvoir travailler ensemble sur les mêmes données. Donc, le talent n'est pas un frein. Après, nous avons l'ambition de recruter beaucoup de talents localement et c'est ce qui est fait. Nous avons donc, oui, dans nos pays, nous avons beaucoup de talents formés parfois à l'étranger, de retour. Et comme Francis l'a dit, ça demande juste la base, c'est SQL, mais il y a beaucoup d'outils. Voilà, il y a beaucoup d'outils fin prêts sur le marché qui permettent d'aller vite. Donc oui, le talent n'est pas un problème. Après, il faut toujours donner des formations continues parce que la technologie avance vite. Pour avancer, il faut être agile. Par exemple, nous à Wave, on n'hésite pas à changer d'outils parce qu'en fait, à chaque niveau de maturité, ces outils. Au départ, quand on est tout petit, on ne roule pas avec une Ferrari. On roule avec une Clio parce que c'est ce qu'on peut acheter, qui est accessible et c'est ce dont on a besoin. Et donc, mais il ne faut pas hésiter à changer dès qu'on passe à un certain niveau, à être très agile, à changer pour pouvoir rester dans le coup, pour pouvoir bien connaître son client, et voilà. Donc, le talent n'est pas vraiment un problème parce que, comme l'a dit Francis, c'est un problème de génération. Aujourd'hui, nous sommes sur une génération très technologique. On le voit même avec nos enfants. Voilà, ils savent nativement comment faire beaucoup de choses et moi aussi, je suis impressionnée par beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, qui savent déjà faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin. Par exemple, on a des outils fin prêts. On va dire, OK, on organise une séance de training pour ça. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de leur expliquer. Ils savent comment ça marche, intuitivement. Très bien, merci beaucoup. Mais du coup, peut-être au niveau de Jumia, par rapport à cette problématique des talents, de comment on fait pour les attirer, pour les retenir et puis effectivement les garder motivés dans la durée? Je pense que c'est intéressant ce qu'a dit Koura, parce qu'en fait, moi, ma lecture, c'est qu'il y a deux niveaux de talent. Il y a le premier niveau dont je parlais juste avant, pour des choses simples, des analystes, où on a des analystes. Franchement, il n'y a pas d'excuse, on trouve des analystes sans problème, très bien formés dans la région. Après, le niveau 2, pour des choses plus complexes, donc c'est tous les métiers que vous montriez tout à l'heure sur vos slides. Là, c'est compliqué parce qu'on est sur un marché qui est mondial. Donc les prix, c'est le prix US. Voilà. Donc on est en concurrence avec Wave, avec Google, avec tout le monde, pour ces talents qui sont très mobiles, qui peuvent travailler en full remote. Et donc voilà, c'est des prix, c'est le prix mondial. Et il faut arriver à les attirer. Il faut arriver à les attirer en alignant l'offre financière. Et c'est une question d'argent. C'est assez simple, malheureusement. Et du coup, aujourd'hui, parmi tous les talents que vous avez, entre les talents sur la partie commerciale, marketing, qui sont peut-être plus classiques, aujourd'hui, ces talents de niveau 2 sur la data se retrouvent aujourd'hui peut-être parmi les talents les plus onéreux pour votre organisation, en tout cas ceux qui demandent des packages les plus importants. Comment vous faites pour les retenir, pour les garder chez vous? Parce qu'une fois que vous les avez formés, qu'ils ont travaillé chez vous, qui vous coûtent cher, et que vos algorithmes et vos data, comme vous comptez sur eux pour vos opérations, pour vos décisions au quotidien, il y a un bout d'un moment, on ne peut plus vraiment s'en passer. Donc, comment vous faites pour les retenir et qu'est-ce que vous déployez comme dispositif pour ça? Alors, par exemple, à Wave, on a par exemple, des product managers. À Wave, un product manager, c'est quelqu'un qui connaît le produit, mais surtout qui connaît le produit par les données. Et il n'a pas besoin d'être au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Parfois, il est à New York, il est à Barcelone, mais il connaît profondément le produit. Donc, en fait, oui, c'est onéreux, mais quand on leur offre de travailler de la maison, il y a beaucoup de charges qui baissent en fait. Donc, on arrive à être compétitif en proposant des positions remote. Vous travaillez de la maison, le salaire est moins
est plus faible que quelqu'un qui va au travail. Donc, quand on a un product manager basé à Barcelone qui travaille de chez lui, il va accepter un salaire un peu moindre par rapport à une entreprise classique à Barcelone où il va se lever tous les matins pour partir. Il a aussi... alors, on vend aussi beaucoup à Wave l'impact parce qu'en fait, on vend nos valeurs et on vend aussi le fait de pouvoir travailler pour une cause qui change la vie de millions de personnes. Et les gens qui nous rejoignent croient à cela. Et par exemple, nous organisons tous les 4 mois ce qu'on appelle des retreats. Ils viennent dans nos marchés d'opération, ils se promènent, ils sont venus ici, ils vont à Adjamé, et ils regardent l'impact de leur travail. Ils ont des témoignages de clients, d'agents, et ça aussi, ça compte dans la rémunération, dans la satisfaction de certaines personnes. Donc, on les retient par aussi, en dehors de l'argent, par cette ambition et cette envie de changer les choses. Et ça marche. Donc vous les sortez de leurs écrans, de leurs algorithmes et de leurs données pour les ramener sur le terrain pour voir un petit peu l'impact opérationnel de ce qu'ils font. Mais peut-être, du coup, au niveau de Jumia, qu'est-ce que vous déployez comme levier pour pouvoir consolider ces talents? Oui, alors c'est une population hyper sensible parce que tout le monde se les arrache et puis c'est un peu les stars en interne, on va dire. Donc c'est du talent qui se dispute au niveau mondial et dont il faut prendre soin avec un turnover hyper fréquent. Les gens peuvent se faire débaucher plusieurs fois dans la même année pour à chaque fois une augmentation de salaire. Donc c'est un marché fluide, on va dire, hyper fluide. Je pense Jumia, historiquement, a commencé avec un centre tech qui était au Portugal, qui est toujours là d'ailleurs, qui existe toujours, pour des raisons pragmatiques à l'époque, pour des raisons de coût et de disponibilité de talent. Et on connaissait encore mal le continent africain sur lequel on venait de commencer. Là, on a ouvert un centre tech en Égypte, au Caire, et on est en train d'en ouvrir d'autres dans des pays d'Afrique subsaharienne. En fait, graduellement, la philosophie, c'est qu'on a besoin que les développeurs, les analystes, les gens qui travaillent sur l'UX, tous qui, à un moment, va avoir une interaction client ou fournisseur, vivent leurs produits, qu'ils le vivent. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les PO, les Product Owners, donc ceux qui font l'interaction entre le business et la tech, sont maintenant systématiquement dans un pays où il y a le business. Et j'en suis convaincu aussi, mais ces gens ont un impact tellement important sur notre business, parce que c'est le produit en fait. Le produit fait une grande partie du succès du business pour nos deux sociétés. Ils doivent chaque jour utiliser le produit. Moi, j'ai besoin que les développeurs de Jumia utilisent Jumia Food chaque jour pour manger, pour se rendre compte de chaque bug dans le process. Ils doivent, le soir, quand ils vont à un dîner, ils doivent avoir leurs amis ou leurs collègues qui leur parlent des bugs qu'ils ont eu sur l'application dans la journée. Ils doivent baigner là-dedans pour comprendre, et notamment parce que nos marchés n'ont pas besoin de la même chose que le marché portugais. On a des clients qui ont des facilités ou des difficultés qui sont différentes, et on ne peut pas juste copier-coller une app qui fonctionne aux États-Unis. Et donc on a besoin de les immerger dans le marché. Ce qui fait nous, on estime qu'on a besoin de gens qui sont sur place, qui vivent sur place. Et c'est pour ça que c'est dur, parce qu'il faut les retenir sur place, dans un marché qui est mondial. Voilà. Je confirme parce qu'on est passé par cette étape où on a forcé beaucoup de nos talents à vivre au Sénégal. On a trouvé un compromis en les laissant repartir chez eux et avec des séjours réguliers. Alors, je parle beaucoup de l'étranger. Je tiens aussi à dire que nous avons ces talents aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et ils travaillent de chez eux. Donc, il y en a un Ivoirien, la dernière fois que je l'ai vu, ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas vu. Et parce qu'il travaille de chez lui, je lui dis, bon, de temps en temps, il faut passer nous voir au bureau. Mais il est très, très présent dans le travail. Et il travaille en remote de chez lui, ici à Abidjan. Mais il n'est pas obligé de venir au bureau. Donc, ses collègues, ce sont des gens qui sont à Barcelone, en Australie, aux États-Unis, en Belgique. Mais voilà, c'est juste pour contextualiser, parce que j'ai beaucoup parlé de l'étranger. Mais c'est pour rassurer qu'il y a ces talents-là aussi en Afrique qui travaillent avec d'autres dans le monde entier pour nous donner les beaux produits qu'on a. Eh bien, un grand merci. Moi, je vais peut-être un petit peu synthétiser ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport à toute l'accélération que l'on constate au niveau mondial sur l'adoption de la donnée
et la transformation de la donnée, en Afrique, il y a un business case pour la transformation data. Ce business case est clair, hein, quand on l'intègre dans les décisions managériales de la donnée au quotidien, qu'on donne de la transparence à l'ensemble des collaborateurs et qu'on arrive à mettre en qualité la donnée et à savoir à quel moment l'utiliser à bon escient. Alors, il y a le point qui était intéressant également, c'est de se dire, cette donnée-là, c'est également une responsabilité. Et c'est une responsabilité vis-à-vis du régulateur, vis-à-vis de vos clients. Et donc, que ce soit Jumia ou que ce soit Wave, et d'ailleurs, c'est imposé maintenant de plus en plus par la régulation, c'est quelque part un élément de responsabilité d'entreprise également, mais qui est important vis-à-vis des parties prenantes, que ce soit vos clients ou vos partenaires ou vos actionnaires. Il y a un élément qui était important au niveau des talents, hein, qui est ressorti, je pense, de manière assez forte, de se dire que de toute façon, aujourd'hui, ce sont les rockstars de l'organisation. On a besoin d'eux, et plus on les utilise, plus on a besoin d'eux. Et, voilà, et en même temps, ils sont, on va dire, ils sont arrachés par les organisations au niveau mondial. Donc on va les chercher partout là où ils sont. Et on les développe également localement. Et ça, je pense que c'était un point très important, parce qu'on a besoin qu'ils aient un petit peu de pertinence locale. Et donc on doit développer les talents locaux à proximité des activités pour pouvoir, quelque part, s'assurer qu'on tire le plein potentiel de ce que nous racontent les données, ce que nous racontent les algorithmes sur nos clients et sur nos opérations. Et enfin, il y a un élément important, c'est de se dire que toute cette transformation data, il y a un élément culturel très important, il y a un effet générationnel qui va aider, qui aide les entreprises à se transformer, mais que la transformation du mindset des dirigeants est extrêmement importante parce que c'est souvent le frein que l'on rencontre dans les entreprises qui ont une histoire importante, peut-être plus longue que celle de Wave ou de Jumia, mais quelque part, ça va s'imposer à eux parce que l'avantage compétitif est certain également en Afrique. Voilà, donc je vous remercie tous pour cette session. Je vous remercie beaucoup, Koura, d'avoir partagé votre expérience et également Francis sur tout ce que vous nous avez apporté par rapport à la transformation data en Afrique, l'utilisation de la donnée et ce que Wave et Jumia en font aujourd'hui pour développer leur activité et leur profitabilité. Merci.